Bonsoir Aurore Berger, merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous représentez Emmanuel Macron sur ce plateau. Bonsoir Nicolas Bay. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous représentez Marine Le Pen. Nous avons presque 24 heures de recul sur les échanges d'hier soir. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé, Aurore Berger ? Je crois que c'était une confrontation qui était nécessaire, qui était importante. Il y a eu une polémique, est-ce qu'il faut ou pas débattre? Je pense que c'était vraiment une clarification qui était utile. On a vu à la fois deux projets extrêmement différents et puis on a vu aussi, au-delà du projet de Marine Le Pen, je trouve l'incompétence qui est la sienne et l'impréparation qui était la sienne. Quand on voit notamment sa réponse, son absence de réponse par exemple sur son changement de pied sur la question de la zone euro qui était pourtant le pivot de leur politique économique. Je pense que ça peut, par rapport aux électeurs qui étaient indécis, qui peut-être hésitaient même à aller voter, au-delà du projet, les interroger sur l'exercice du pouvoir qui sera celui de Madame Le Pen. Nicolas Bay, quel regard vous portez sur le débat d'hier ? Moi, je crois que c'est un débat en effet qui opposait deux personnalités et deux projets totalement antagonistes. Emmanuel Macron, dont on sait comment il gouvernerait, puisqu'il a un bilan, puisqu'il a été 2 ans à Bercy, avec 400 000 chômeurs d'ailleurs comme bilan dans son passage au ministère de l'économie. Et finalement, un Emmanuel Macron qui est apparu tout au long de cette campagne et de façon très visible au cours de ce débat, comme le continuateur du hollandisme. Il est soutenu par François Hollande. François Hollande l'exprime d'ailleurs plusieurs fois par jour. Il est soutenu par la quasi-totalité des ministres socialistes. Et finalement, il apparaît clairement comme voulant aller encore plus loin dans les politiques qui ont été menées ces dernières années. Et c'est là qu'il y a une vraie confrontation de fond. Marine Le Pen, elle défend la nation. Emmanuel Macron, il défend la dislocation de la nation, toujours plus de dérégulation, toujours plus d'immigration, toujours plus d'Union européenne. Et finalement, il y a un débat de fond qui était vif d'ailleurs hier, c'est vrai, et qui change, qui contraste avec les débats des second tours de présidentielles précédents, parce qu'on était toujours dans la confrontation droite-gauche, où finalement il n'y a pas de vraie divergence de fond. Alors que là, entre les mondialistes, le candidat de la caste, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen, qui défend la nation et qui défend le peuple, il y a un vrai débat, une vraie divergence majeure, et c'est sans doute ce qui, aujourd'hui, est en train de refonder la vie politique française. Je vous entends tous les deux aussi sur la plainte qui a été déposée par Emmanuel Macron aujourd'hui pour faux et propagation de fausses nouvelles après les allusions hier faites par Marine Le Pen au sujet d'un potentiel, une question sur la présence d'un compte aux Bahamas. Donc il dépose plainte, ça c'est sûr ce soir. Oui, c'est sûr, ça a été confirmé. Marine Le Pen a fait des allusions hier en plateau, au-delà de l'agressivité qui a été la sienne et qui a été extrêmement notable, la perte de sang-froid même qui a été la sienne. Clairement, on l'a vu dans un certain nombre de moments. Quel candidat a traité l'autre de parasite? Dans un certain nombre de qui moments. d'ailleurs Moi, je vois juste sur les plus images sombres de notre histoire. Sur les, oui sur les images que nous avons vues ce soir des meetings que vous avez présentés, je vois juste qu'il y a une candidate qui invite quelque part la foule à siffler et un autre qui tout de suite l'arrête quand elle siffle, justement parce qu'on rassemblera pas les Français demain en les laissant siffler. En tout cas, sur cette plainte, elle a été déposée. On a vu une propagation sur les réseaux sociaux de cette rumeur. C'est pas la première des rumeurs à laquelle on est confronté, mais celle-ci était à la fois extrêmement grave, extrêmement virale. Elle se diffusait et comme par hasard, évidemment, la veille quasiment du second tour. Donc, et on a vu cette plainte, cette propagation via la fachosphère, via des comptes qui étaient des comptes de soutien à Trump notamment ou à Vladimir Poutine. Est-ce qu'il fallait faire allusion à cette rumeur il fallait poser la question, parce que c'est la question que tous les Français se posent. Pas tant d'ailleurs. Je ne crois pas que ce soit la question que tous les Français se posent. Pas tant la question du compte hypothétique aux Bahamas ou autre, mais en tout cas la question du patrimoine d'Emmanuel Macron. Parce que finalement, Emmanuel Macron, il était banquier d'affaires, il a gagné des sommes très importantes, plus de 3 millions d'euros. Oui, dans le privé, oui. Oui, bien sûr, non, mais il a le droit, c'est pas le problème. Et ensuite, 2 ans après, lorsqu'il devient ministre, dans sa déclaration de patrimoine, puis il y a quelques semaines seulement, dans sa déclaration de patrimoine comme candidat, il n'a plus rien. Alors ça interroge. La haute autorité a répondu. Non, d'accord, non, mais ce qui n'est pas le cas pour Marine Le Pen et son patrimoine. Monsieur Nadal de la haute autorité, qui est un proche de François Hollande, a dit circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Mais enfin, il y a quand même une question qui se pose. Non, mais de deux choses l'une. Ou bien il a tout dilapidé, c'est pas très rassurant sur sa capacité à gérer les deniers publics, ou alors il y a une autre explication, il faudrait qu'il nous la donne. Parce que, il l'a déjà donné. Non, mais il n'y a eu aucune explication. Autorités non, vous pouvez l'expliquer alors? Mais il l'a déjà donné. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer très sommairement? C'est que comme Marine Le Pen, vous ne répondez pas à la question qui était posée. Non, mais moi, j'ai aucun problème à répondre. C'est pas parce qu'il a déposé plainte que ça l'exonère de la question. Voilà. Mais la question n'est absolument pas la même. Là, la question qui vous était posée était sur la propagation d'une rumeur, qui est une fausse rumeur. D'accord, elle a posé la question. Qui est une fausse rumeur. Elle l'a posée de manière très insidieuse, très indirecte, pour essayer de continuer à propager une rumeur. Pendant toute cette campagne, c'est ce que vous avez tenté de faire, de propager des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Écoutez, les leçons de morale, ça a été l'apanage d'Emmanuel Macron et de ses soutiens pendant toute la campagne.
cette espèce de posture morale grossière et grotesque. Essayons justement, pour éviter ça, s'il vous plaît, l'un et l'autre, essayons de venir au fond de la proposition, des propositions de vos candidats. Nicolas B. volatilisé, ça aurait été bien qu'elle réponde une bonne fois pour toutes. S'il vous plaît, merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle d'écologie. Ça n'a pas été possible hier soir, parce que le temps imparti n'était pas nécessaire. Il y a eu un peu de débordement dans la gestion du chrono. En tout cas, les candidats avaient beaucoup de choses à se dire directement. Ils n'ont pas pu parler d'écologie. Prenons les choses dans l'ordre. En quoi est-ce que c'est une priorité pour votre candidate, pour votre candidat, Nicolas B? C'est évidemment très important de respecter l'environnement dans lequel on vit, de le transmettre, de ne pas l'abîmer. Bien sûr que c'est un enjeu. Et d'ailleurs, ça rejoint directement les grands débats de fond de cette élection. Parce que finalement, qu'est-ce qui est très anti-écologique et qu'est-ce qui porte gravement atteinte à l'environnement aujourd'hui? C'est évidemment la logique du libre-échange mondial, de la mondialisation sauvage, de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que produire, consommer et retraiter dans un espace géographique raisonnable, dans un périmètre raisonnable, c'est évidemment la meilleure écologie. Or, la logique mondialiste, ça consiste à produire en Chine des t-shirts qui sont vendus en Europe et le textile est retraité en Afrique. Ça, c'est pas du tout écologique. Je prendrai un deuxième exemple, le traité CETA. Emmanuel Macron est pour. Le traité CETA, c'est le traité qui a été adopté au Parlement européen par un vote conjoint de la droite et de la gauche, à quelques exceptions près, de libre-échange avec le Canada. C'est-à-dire qu'on a les normes sociales, environnementales, sanitaires du Canada qui sont pas du tout le même niveau d'exigence de qualité que chez nous, qui vont s'imposer en libre-échange total, sans protection douanière. C'est la mort d'une partie de nos filières agricoles, évidemment, notamment de la viande bovine. Moi, c'est un sujet que je connais bien en Normandie. Et évidemment, là encore, c'est très anti-écologique, parce que ça consiste finalement à consommer en France, et d'ailleurs dans les autres pays européens, ce qui est produit à l'autre bout du monde. Voilà, donc l'écologie, elle est évidemment sous-jacente de tous les grands débats entre la logique de la mondialisation sauvage et la logique que nous défendons des circuits courts, de la proximité, de cette évolution de la proximité qui consiste à nous défendre, à protéger notre économie et ce faisant à protéger notre environnement. Aurore Berger, en quoi c'est une priorité pour Emmanuel Macron? J'ai pas bien compris quelles étaient les propositions du Front National, à part dire qu'il fallait en gros créer un abri anti-mondialisation, ce qui me paraît pas très raisonnable. Il faut se protéger. Nous, ce qu'on propose, c'est il y a un plan d'investissement dans le quinquennat qui est un plan d'investissement de 50 milliards. Sur ces 50 milliards, il y a 15 milliards d'euros qui vont à la transition énergétique et écologique. Il y a 5 milliards d'euros qui vont à la transition agricole, puisque l'idée n'est évidemment pas d'opposer agriculture et écologie. Donc ça, c'est du concret. C'est un plan d'investissement qui fait que, par exemple, on veut interdire d'ici la fin du quinquennat toutes les centrales à charbon, par exemple, parce qu'on sait évidemment que c'est un facteur de pollution qui est extrêmement important. On a pris position sur la fermeture de Fessenheim. Donc vous voyez, c'est des engagements qui sont, eux, extrêmement précis et concrets. Et puis, on a un enjeu qui va arriver dès la semaine prochaine, qui est la viabilité de l'accord de Paris. Donc, l'accord sur la COP21, nous, on y était évidemment extrêmement favorables. On sait que Trump, qui est l'un des modèles, il me semble, de votre candidate, souhaite, en tout cas, elle l'a souvent revendiqué, souhaite revenir sur cet accord de Paris. Il faut évidemment que la pression, non seulement de la société civile, comme c'est déjà le cas aux États-Unis, mais aussi, et c'est là où l'Union européenne, Monsieur Bay, a un poids, justement, c'est pour faire en sorte que cet accord de Paris soit respecté et que si jamais les États-Unis envisageaient d'en sortir, des sanctions puissent être prises à l'égard des produits qui seraient par exemple importés des États-Unis. C'est nous la position que nous avons pour le respect de l'accord de Paris. Nicolas Bay. Deux choses. D'abord, vous n'avez pas répondu sur le traité CETA, qui est évidemment très important. Sur l'accord de Paris, moi je crois que évidemment qu'il faut essayer progressivement d'imposer des normes de respect de l'environnement. Le seul problème, c'est quand on impose des normes drastiques dans un contexte de mondialisation totale, sans protection douanière, alors qu'il y a des pays qui eux ne les respectent absolument pas, et ça les empêche pas. Non, mais c'est pas ça. C'est nous, on veut avoir une approche globale. On peut pas à la fois imposer. Non, on veut pas imposer à la fois des règles environnementales très contraignantes à nos producteurs en France et dans le même temps qu'ils subissent la concurrence sauvage de pays qui, eux, ne respectent aucune de ces normes. Voilà. D'où le bien fondé de l'Union européenne où il y a les mêmes normes. Le problème, c'est pas seulement l'Union européenne, c'est bien au-delà. C'est les produits qui viennent d'Asie. Donc, il n'y a aucune logique et évidemment, c'est la mort à la clé de notre économie. Y a-t-il des mesures concrètes spécifiques que Marine Le Pen souhaite prendre en faveur de l'environnement? Non, mais par exemple, sur la transition énergétique, je pense qu'il y a eu un grand écueil ces dernières années, sous l'impulsion des Verts d'ailleurs, un peu des effets de mode, qui ont consisté à se lancer notamment dans l'éolien, dont on sait que c'est une énergie qui sera jamais rentable, qui reste extrêmement coûteuse. L'éolien offshore, c'est des prix exorbitants d'entretien, de maintenance. À revenir sur l'éolien, oui, non, mais quoi il faut en fait investir massivement dans les énergies de demain. Et il y en a. C'est le cas de l'hydrogène, c'est le cas du solaire, où on sait que Vous investissez combien ?
Non, mais il s'agit d'investissement d'État. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui on va mettre 5 milliards, 10 milliards. On sait très bien que vous n'allez pas le faire. Non, mais vous savez très bien que vous ne le ferez pas, comme l'ensemble de vos promesses, comme à chaque fois. Non, mais en fait, il s'agit simplement d'impulser des politiques. Donc, c'est pas budgété dans votre projet. Non, mais c'est pas un problème de budgeter. Vous pouvez toujours dire je vais mettre 5 milliards et puis après vous les mettrez pas. Donc, la question n'est pas là. Il faut simplement orienter ces politiques pour se dégager progressivement de la dépendance du nucléaire, mais en même temps, il faut défendre le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est pour l'instant l'énergie la plus propre. Ou pas il faut progressivement se désengager du nucléaire, ne plus être totalement dépendant du nucléaire, mais en même temps, on peut faire le constat que le nucléaire, d'abord, c'est une énergie qui est pas du tout aboutie, qui ouvre encore des perspectives de développement très importantes. Vous fermez ou vous gardez Fessenheim? Non, mais Fessenheim, c'est un faux débat. En réalité, on pourrait très bien maintenir la centrale de Fessenheim. On n'est pas pour la fermeture immédiate. Vous êtes pour le maintien de Fessenheim? On peut maintenir Fessenheim, il n'y a pas de problème de sécurité, il suffit simplement d'engager les investissements qui sont nécessaires, mais il faut surtout envisager le mix de demain avec le nucléaire. C'est pas contre le nucléaire. Alors justement, bien sûr qu'il y a des nouvelles énergies, mais le nucléaire, c'est l'énergie la plus propre, la plus sûre et la moins coûteuse quand même. Sur le nucléaire, Aurore Bergé, qu'y a-t-il dans le programme d'Emmanuel Macron? Donc ce que je vous disais, c'est la fermeture de Fessenheim, ça c'est l'engagement qui a été pris et qui est extrêmement... Mais ça, c'est un gadget, ça. C'est pas du tout un gadget de dire. Je suis désolée, c'est pas un gadget d'assumer dans un projet de dire qu'une centrale nucléaire va être fermée. Après, l'idée, c'est évidemment d'aller vers les énergies renouvelables. Nous, on ne met pas une espèce de moratoire sur l'éolien en considérant que ce sera une absurdité. Vous considérez que ça dénature les paysages. Nous, on considère que c'est une énergie alternative qui est extrêmement utile, notamment la question des barrages. Marine Le Pen est très ambiguë, par exemple, sur les barrages hydroélectriques. Elle considère dans son projet qu'il faut nationaliser EDF, mais les barrages dépendent d'EDF et là, par contre, elle veut les privatiser. Vous voyez quand même l'ambiguïté dans le projet du Front National. Y a-t-il, excusez-moi, dans le programme de votre candidat, à la privatisation qui est exigée aujourd'hui par l'Union européenne. L'Union européenne. Excusez-moi, s'il vous plaît, tous les deux, pardon. Est-ce qu'il y a dans le projet de votre candidat, des choses concrètes, quotidiennes, au sujet de l'écologie, qui concernent les Français, Nicolas Bay, des incitations fiscales, des encouragements? Peut-être. Non, mais la grande politique, les régions, par exemple, font des aides pour l'isolation, etc. C'est très bien, mais la politique qui doit être menée à l'échelle de l'État, c'est évidemment une politique qui consiste à privilégier les circuits courts. Et privilégier les circuits courts, c'est une logique de protection de notre économie et d'arrêter avec la mondialisation sauvage. Si on continue dans le schéma actuel, eh bien, on aura en permanence des produits qui sont produits à l'autre bout du monde, qui sont vendus à des chômeurs en France, parce qu'évidemment, ça aura provoqué l'effondrement de nos emplois et des pans industriels. Vous nous avez dit ça il y a quelques instants. Non, mais c'est important, parce que... Bien sûr, non, mais vous nous avez déjà dit. Mais ça, c'est la grande politique qu'on doit mener. Honnêtement, fermer une centrale nucléaire, c'est un gadget, tout le monde l'a bien compris. 15 milliards d'investissements, c'est pas un gadget. Je vous interroge sur des choses concrètes pour les Français. Très concrètes. Moi, je vais vous en citer deux. Aujourd'hui, en général, quand on est précaire, économiquement, on l'est aussi de manière énergétique. C'est-à-dire qu'on est mal isolé chez soi. Et quand on veut engager des travaux, ça coûte cher. Aujourd'hui, c'est un crédit d'impôt. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit pas un crédit d'impôt parce que du coup, c'est différé et ça coûte trop cher à engager. On veut que directement, ce soit déductible auprès des personnes qui vous employez, que vous faites travailler, des entreprises que vous faites travailler, pour permettre aux personnes qui sont les plus fragiles économiquement de pouvoir faire les travaux de rénovation chez eux. Deuxième chose, et on parle beaucoup du diesel. On a un enjeu qui est aussi la conversion des véhicules qui ne sont pas les véhicules les plus propres. Mais ça coûte cher de changer son véhicule. Il y a déjà des aides qui sont accordées. On veut augmenter ces aides avec 1 000 € supplémentaires pour les gens qui iront vers des véhicules qui sont moins polluants ou qui sont propres. Remarquez que c'est exactement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie d'interdire le diesel. Je crois qu'on était dans la continuité. Bah oui, c'est ça, mais vous pouvez toujours le dire en campagne. On verra ce que vous ferez après. En tout cas, c'est des propositions qui sont précises. Le diesel, on a incité les Français à acheter du diesel et aujourd'hui, on essaie de pénaliser ceux qui roulent. Mais non, on les incite là, en l'occurrence. Oui, c'est ce que vous voulez faire. Non, mais c'est ce que vous voulez faire. Mais je pense qu'il y a une grande incohérence à avoir, dans un premier temps, inciter les Français à acheter du diesel pour aujourd'hui pénaliser. Si, bien sûr que si, pour pénaliser ensuite ceux qui roulent avec des véhicules diesel. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous en grand temps ce soir pour ce nouvel échange. J'ai tenté d'éclairer un peu nos téléspectateurs.